Alors, on va voir le réseau hein, de manière plus étendue, toutes les technologies qu'on utilise quand on parle de réseau. Hein, et pourquoi? Bah parce que en tant que pen tester, en tant que hacker, il va falloir quoi? Il va falloir qu'on maîtrise toutes ces techniques. Notamment là, on va voir une introduction à la redirection de port en bon français, qu'on appelle le port forwarding. Techniquement, c'est ce qui va nous permettre de nous balader sur les réseaux. On a vu qu'un réseau, c'est quoi? C'est plusieurs sous-réseaux, hein, et ces sous-réseaux sont connectés, mais pas accessibles. Donc tout l'art du pivot via le reroutage de ports, ça va nous permettre d'attaquer des machines qui ne sont pas accessibles d'Internet. Ok? Donc on va voir ça. Alors, c'est parti. Donc la redirection de port est un composant essentiel de la connexion d'applications et de services à Internet. Hein. C'est pas que pour le hacking. Sans redirection de port, les applications et les services tels que les serveurs web ne sont disponibles que pour les périphériques du même réseau direct. Je m'explique, j'héberge sur mon localhost un serveur. Ok, à la limite, tout ce qui est connecté à ma Livebox peut se connecter à mon serveur. Mais Toto, qui est à l'extérieur, lui, il va pas pouvoir se connecter. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse une redirection de port, par exemple, de mon serveur web, sur quoi? On l'a vu, sur le port 80. Ok? Et le port 80, c'est quoi? C'est donc le port de, si vous avez vu la vidéo précédente, de destination. Ok? Donc, hein, c'est ce que je vous disais. Hein, si 192.168 indices exécute un serveur sur le port 80, seuls les deux autres ordinateurs de ce réseau pourront y accéder. Hein, ce qu'on appelle l'intranet par opposition à l'extranet. Je vous en parle tout le temps. Ok? Donc on voit bien, pas de souci, tu héberges un truc, il y a un routeur, là c'est la gateway. Mais on n'est pas encore sorti là. Là, c'est le monde extérieur, c'est violent, c'est dangereux, c'est Internet. Ok? Là on est à la maison, on est au chaud. Home sweet home. Ok? Et on voit bien que les deux machines, ouais, pas de problème, peuvent se connecter sans souci. Ok? Maintenant, on ajoute une autre portion du réseau. Ok? L'extranet, the Internet. Ok? Donc, si l'administrateur voulait que le site web soit accessible au public en utilisant Internet, il devra implémenter la redirection de port, hein, comme dans le diagramme suivant. Alors, qu'est-ce qui va se passer techniquement? Ok, on a là quoi, des adresses en classe C. Ok, on est sur un réseau local. La preuve en est, on est en 192, 168.1.10. Ok, slash 24, numéro de sous-masque réseau. Ok, ou de CID. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le routeur, c'est la gateway, c'est la passerelle. Qu'est-ce que je vous ai dit dans mes cours réseau? La passerelle permet quoi? L'interconnexion entre quoi? L'intranet, ok? L'intranet et Internet. L'extranet. Extra, dehors. Intra, dedans. Vous l'avez compris. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? Le routeur, il a la passerelle et lui, il a une adresse publique. Ok? Le fournisseur d'accès à Internet lui dit, écoute Toto, t'es gentil, t'as une livebox chez nous, on te vole entre 30 et 50 euros par mois. Bah tiens, je te donne une adresse IP parce que je suis quelqu'un de gentil, tu vois. Donc 82, 62, 51, 70, port 80. Ok? Et grâce à ce port 80, mais il y a une redirection donc du port. Quelle est la redirection? Eh ben, entre l'adresse, c'est quoi ça? C'est l'adresse publique ou privée? Publique. Ça, c'est l'adresse publique. Pourquoi elle est publique? Parce que tout le monde la connaît. Ok? Donc il y a une quoi? Une redirection du port 80 au port 80, c'est normal, sinon ça fonctionne pas. Mais une redirection du port 80 vers quoi? Vers l'adresse publique 82 62 51 70 avec l'adresse privée, je vois que vous pigez, 192 168 110. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une autre adresse, ok, qui va connecter quoi? Qui va connecter deux adresses publiques. Ok? Ça, c'est l'adresse publique de Toto. Ça, c'est l'adresse publique d'Alice. Alice, elle est chez SFR. Elle a son routeur, son pare-feu. Là, il y a un routeur, un pare-feu, une passerelle. Là, il y a un routeur, un pare-feu, une passerelle. Vous l'avez bien compris. Et là, on est à nouveau dans quoi? Dans l'intranet d'Alice. Ok? Bob, Alice, on va dire. Ok? Intranet d'Alice, intranet de Bob, ok? Et extranet, entre, ok? Donc voilà comment ça fonctionne, ok? On a deux réseaux en fait. Un réseau ici local,
un réseau ici local et un énorme réseau qu'on appelle l'Internet. OK? Donc vous voyez bien que le réseau numéro 2 sera désormais en mesure d'accéder au serveur web fonctionnant sur le serveur 1 en utilisant l'adresse publique, comme je vous le disais, hein, la 82 62 51 70. Donc il est facile de confondre la redirection de port avec les comportements d'un pare-feu en fait, hein, une technologie dont nous parlerons plus tard. Cependant, à ce stade, il suffit de comprendre que la redirection de port ouvre quoi? Des ports spécifiques. Rappelez-vous comment fonctionnent les paquets. En comparaison, les pare-feux déterminent si le trafic peut traverser ces ports, même si ces ports sont ouverts par la redirection de port. Ok? Vous pouvez rediriger les ports, mais si vous n'avez pas ouvert, fait des règles au niveau de votre pare-feu, vous allez être bloqué. Ok? La redirection de port en soi ne suffit pas. Il faut la coupler avec une règle au niveau de votre pare-feu, soit logiciel, les deux généralement. En fait, logiciel, c'est-à-dire que sous Windows, vous avez votre antivirus, il a un pare-feu. Windows a un pare-feu. OK? Peu importe ce que vous utilisez, ça, ce sont des pare-feux logiciels. Et après, vous avez des pare-feux matériels. Les pare-feux matériels, ils sont où? Ils sont sur votre box. OK? Vous pouvez les régler. Vous allez, hein, typiquement, on va sur le 168.1.1.1, on va se connecter et on va accéder à la box. Vous rentrez votre mot de passe et vous allez voir dans la partie pare-feu, vous réglez ce qu'on appelle le NAT, hein, Network Automatic Translation, enfin bref, j'ai oublié, mais le NAT, ok, les DNS et tout ça, ok. Network Address Translation, pardon, je fatigue le NAT, ok. Donc vous pouvez régler tout ça et vous pouvez régler votre pare-feu, ok. Et vous verrez que typiquement par défaut sur votre box, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la plupart des ports en sortie pour que vous puissiez communiquer avec Internet et il bloque à l'inverse tout ce qui est en entrée. Mais rappelez-vous, vous allez me dire, mais comment ça peut marcher alors? Attends, je comprends pas. Le pare-feu, il bloque en entrée. Comment je peux communiquer si il n'y a que la sortie? Mais qu'est-ce qu'on a vu? Quand tu établis une connexion, c'est ton ordinateur qui établit à un autre serveur. Donc, c'est de l'entrée ou c'est de la sortie? C'est de la sortie. OK? C'est au début quand on a une conception biaisée du réseau, on comprend pas ça en fait. Tu peux bloquer toutes les entrées, c'est pas un problème. Ça va pas te couper du monde comme Trump avec un mur face au Mexique. OK? Tu sors. Tu te connectes à la machine, mais tu sors de ton réseau. Ok? Tu rentres pas. Tu sors. Et après, la connexion, elle re-rentre. Mais elle re-rentre parce que toi, tu as établi d'abord la connexion en sortie. Donc là, le pare-feu, il te bloque pas. Ok? Sinon, c'est vrai qu'au début, moi, je comprenais pas. Après, je suis quelqu'un de bête. Mais je disais, mais attends, si tu bloques les ports en entrée, comment tu peux établir une communication? Eh ben, dites-vous ça, en fait. La communication, elle est. Le first way and check, il est en sortie. Donc à partir de là, on s'en fout que ça soit bloqué en entrée, puisque c'est un port en sortie qui essaie de se connecter à un autre port d'une autre machine, cette fois-ci en entrée. Ok? Ça, faut vraiment que ça soit clair. Sinon, vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre au niveau du pare-feu, au niveau des trucs comme ça. Ok? On se connecte en sortie, notre client, notre ordinateur se connecte en sortie. À quoi? À un autre serveur grâce à Internet. Ok? Et je me connecte à l'autre serveur via quoi? Via un port en entrée. Ok? Et c'est un port de destination. Donc si c'est un port de destination, il est connu. Ok? Je répète, je répète, je répète, je répète pour que ça rentre. Ok? Sinon, vous allez vous embrouiller. Donc quel est le nom du périphérique utilisé pour configurer la redirection de port? Retard. Nom de Dieu. Euh, donc, pare-feu 101. Ok? Euh, donc le pare-feu, c'est une périphérique au sein d'un réseau chargé de déterminer quel trafic est autorisé à entrer ou à sortir. Comme je vous le disais, considérez un pare-feu comme une sécurité frontalière pour un réseau. Hein, en gros, ça va contrôler, bah tiens, je vous parlais de Trump et du Mexique. Un administrateur peut configurer un pare-feu pour autoriser ou refuser le trafic d'entrée ou de sortir d'un réseau en fonction de nombreux facteurs. Donc, un, d'où vient le trafic? Le pare-feu a-t-il été invité à accepter ou à refuser le trafic provenant d'un réseau spécifique? Où va le trafic?
Le pare-feu a-t-il été invité ou a refusé le trafic destiné à un réseau spécifique? Quel port sert le trafic? Ok. Donc, est-ce qu'il a été accepté ou refusé au niveau du trafic qui est destiné par exemple au port 80? Et quel protocole le trafic utilise-t-il? Ok? Est-ce que c'est de l'UDP, du TCP ou les deux? Ok? Donc, qu'est-ce que font les pare-feux? Hein, une inspection des paquets pour déterminer les réponses à ces questions. Ok? Et on a des sondes réseau aussi, et on appelle ça du DPI. Ok? C'est ce qui est utilisé pour vous espionner chez votre fournisseur d'accès Internet. Et après, la police, les services de renseignement ont accès à toutes vos données grâce au DPI, Deep Packet Inspection. Ok? Inspection profonde des paquets. Ok? Allez vous renseigner là-dessus. Vous allez voir pourquoi vous vivez dans une société de surveillance de masse. Bienvenue en démocratie. Les pare-feux, donc, sont toutes formes et de toute taille. Ok? Des pièces de matériel dédiées hein, dans des data centers. Vous allez avoir des pare-feux à gogo hein, et redondants. Ok? Et ça peut gérer une quantité de données hein, par rapport aux routeurs résidentiels qui sont chez vous. Ok? Donc, on a des routeurs partout, 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 et on a des pare-feux également partout. Et on a des logiciels comme Snort, mais il y en a d'autres, hein, qui permettent justement d'analyser le trafic hein, et d'être classé hein, entre 2 à 5 catégories. On va voir ces catégories. Donc on a le stateful, le stateless. Hein, on va voir ça un petit peu le principe. Alors attendez, je reprends la partie en anglais parce que c'est encore une fois mal traduit quoi. Stateless, apatride. Ouais, pourquoi pas. Donc on parle de stateful et de stateless. Ok. Donc le stateful déjà, hein, ce type de pare-feu utilise toutes les informations du connexion plutôt que d'inspecter un paquet individuel. Ce pare-feu détermine le comportement d'un périphérique en fonction de l'ensemble de la connexion. Donc ce pare-feu consomme de nombreuses ressources hein, par rapport au pare-feu sans état car la prise de décision est dynamique. Par exemple, un pare-feu pourrait autoriser les premières parties d'une négociation TCP qui échouera plus tard. Si une connexion à partir d'un hôte est mauvaise, elle bloquera l'ensemble de l'appareil. Ok, donc elle est intelligente, on va dire. Ok, et par défaut, nous, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise en fait de la batterie, du stateless. Ok, parce que ça consomme pas beaucoup de puissance et vos box, les pare-feux qu'il y a sur vos box matériels, honnêtement, c'est pas puissant du tout. Donc, Stateful, c'est réservé aux grosses entreprises et il faut carrément des PC dédiés en fait. Hein. Le pare-feu, c'est un PC ultra puissant qui va faire que ça en fait. Hein. Donc, ce type de pare-feu utilise, c'est pour ça qu'on dit un pare-feu matériel, par opposition à un pare-feu logiciel, ok, où c'est juste du logiciel. Il n'y a pas de matériel. Là, il y a vraiment une partie de matériel, donc c'est des puces dédiées qui vont faire que ça, ok? Donc ce type de pare-feu qu'on utilise nous hein, partout, en fait, c'est le stateless, que vous avez sur vos ordinateurs, c'est du stateless. C'est un ensemble statique de règles pour déterminer si les paquets individuels sont acceptables ou non. Hein, par exemple, un périphérique envoyant un paquet défectueux ne signifie pas nécessairement que l'ensemble du périphérique est bloqué. Hein. Donc, bien que ces pare-feux utilisent moins de ressources que l'alternative, ils sont beaucoup plus bêtes. Hein. Par exemple, ces pare-feux ne sont efficaces que comme les règles qui sont définies. Hein. Et si une règle n'est pas exactement adaptée, eh ben, elle est effectivement inutile. Cependant, ces pare-feux sont parfaits parce qu'ils reçoivent de grandes quantités de trafic d'un ensemble d'hôtes, hein, comme par exemple une attaque par un déni de service distribué. Ok? Donc on va conjuguer techniquement. Attendez, je relis en anglais parce que ça va rien dire. Ok, ils supporteront mieux en gros le DDoS. Ok, voilà, c'était mal traduit. Donc, quelle couche du modèle aussi les pare-feux fonctionnent-ils? Hein. Je vous mettrai ça, hein, c'est niveau 3 du modèle aussi. Je vous mettrai, il est vachement bien cet article en fait. Level 3 et 4 en fait. C'est parce que vous avez vu,
Dans le modèle aussi TCP, une couche communique avec une autre, hein. Et je vous ai dit, on peut pas passer d'une couche à une autre. Donc c'est level 3, level 4, je sais pas, je sais pas. Ah, ça m'énerve ces questions, on ne sait pas ce qu'ils veulent mettre. Ah, c'est layer, putain, motherfucker. Donc c'est la couche. Ah, ah, mais tu te fous de moi, quoi. Quelle catégorie du pare-feu inspecte l'ensemble de la connexion? Ok? Donc, ensemble de la connexion, c'est-à-dire state, full, par opposition à state, less. Alors, la destination, c'est la mienne. La source, c'est ça. Et je vais dropper, quoi? Le port 81, ok? Puisqu'il n'y a pas le 443. Donc, je veux quoi? 181, 134? Hein, drop. Ça passe pas, je me suis trompé. Ok. Donc là, on voit qu'on bloque, hein. Je fais un drop sur l'autre et on voit que ça passe. Le vert passe, c'est nos clients légitimes et on avait un client malicieux qui essayait de se connecter à notre serveur et de nous niquer la gueule, de nous faire une attaque DOS, ok, de déni de service. Donc c'est un exemple simple, hein. Et voilà comment ça se passe, ok. Euh, ouais, je peux pas vous mettre la vidéo, je vais me faire striker, mais allez voir la vidéo de Mister Robot, hein, quand il se fait quand le réseau se fait doigter, comme dirait l'autre. Hein, vous la trouverez facilement. Il veut pas se connecter, ouais, j'ai bloqué. Ok. Mais allez voir, c'est assez réaliste. C'est le principe de reroutage de port, c'est ce que fait, euh, comment dire, Elliot. Ok. Tapez Mr. Robot, DDoS, attaque. Ok. Là, c'est vraiment réaliste. Voilà ce qui se passe, hein. Il va redémarrer, il va faire du load balancing et tout. Vous savez que cette série est extrêmement réaliste. Ok? Voilà ce qu'on va faire. Comprendre l'attaque d'IDOS, aller voir des vidéos. Ok? Mais techniquement, voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Revenons à nos moutons, comme j'aime le dire. Donc ça dégage. Merci beaucoup. Alors, le VPN. Euh, le VPN, le VPN, le VPN, le VPN. Là, moi, en ce moment, je suis connecté au VPN. Ok? Donc ça veut dire réseau privé, hein, réseau privé virtuel, pardon, je vais y arriver, je suis fatigué. Donc c'est une technologie qui permet aux appareils sur des réseaux séparés de communiquer en toute sécurité en créant un chemin dédié entre eux, hein, sur Internet, connu sous le nom de tunnel. On parle de tunneling, ok? Les appareils connectés dans ce tunnel forment leur propre réseau privé. Par exemple, seuls les appareils au sein du même réseau, par exemple au sein d'une entreprise, peuvent communiquer directement, hein. Le VPN permet de connecter deux bureaux, par exemple. Ok? Donc on a un réseau 1, on a un réseau 2, un réseau 3, pas de problème. Ok? Moi j'utilise un VPN de TryHackMe pour pouvoir pirater certaines machines de TryHackMe. Je ne vais pas commencer à attaquer les autres réseaux de l'entreprise. Ok? J'attaque des machines qui nous permettent de faire les CTF via un VPN dédié. Il y a un autre VPN pour le secrétariat, il y a un autre VPN pour les PDG, etc., etc. Vous avez compris, bureau 1, bureau 2, bureau 3. Ok? Donc les appareils connectés sur le réseau 3, hein, font toujours partie du réseau 1 et 2, mais forment également, hein, un réseau privé sur lequel les appareils connectés via ce VPN peuvent communiquer. Ok? Donc ça permet la segmentation en plusieurs sous-réseaux également via le VPN. Ok? Et en fonction, bah, de ce que vous faites dans l'entreprise, vous aurez des VPN dédiés à des tâches particulières. Ok?
Donc ça permet de connecter des réseaux hein, dans différents emplacements géographiques. Moi, j'attaque des serveurs qui sont en Angleterre, mais je suis en France, ok? Mais grâce au VPN, je peux faire ça, ok? Donc par exemple, une entreprise avec plusieurs bureaux trouvera le VPN bénéfique, car cela signifie que des ressources telles que les serveurs, les infrastructures sont accessibles à partir d'un autre bureau, ok? Ensuite, l'intimité. Enfin, ça dépend, hein. Rappelez-vous que si vous payez pas un VPN, et même si vous payez, rien ne vous prouve qu'il n'est pas en train de sniffer votre réseau et de revendre les données, hein. Attention, soyez pas dupes, encore une fois. On vit pas dans le monde des bisounours, malheureusement. Mais voilà, hein, ça offre l'intimité. La technologie VPN utilise le chiffrement pour protéger les données, ce qui signifie que ça peut pas être compromis, hein. Donc l'avantage, c'est que si on intercepte la communication, qu'elle est sniffée, eh ben, les paquets sont encapsulés, sont chiffrés. Donc, bah, à partir de là, vous ne pourrez pas les lire. Ok? Donc c'est l'avantage. Surtout quand on transfère des mots de passe. Ok? Donc ce chiffrement est utile dans les endroits où bah oui, le Wi-Fi est public et aucun chiffrement est fourni par le réseau, hein. Vous pouvez utiliser le VPN pour protéger votre trafic contre la vue d'autres personnes. Hein, je peux aller dans un Starbucks café, au McDonald's, dans une gare, un aéroport, et j'aurai une petite antenne sympa, genre qu'est-ce que j'aime avoir quand je me balade? Un hack RF1? C'est cool, ça c'est super cool. Si vous connaissez pas, ça coûte cher, mais on peut faire des trucs de fou avec ça. On peut se connecter à des satellites, tout ce qui touche aux ondes, ok? Mais à la limite, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Hack One, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux utiliser un Pineapple Wi-Fi de chez Hack5. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bien. Ça, c'est du bon matos. C'est du bon matos aussi. 100 euros. Hop, on débloque. Oui, bonjour. Tu peux m'afficher les images? Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Donc, vous voyez, vous mettez ça, mais il y a des antennes plus discrètes. Vous le mettez dans votre sac à dos. Et en fait, vous faites des attaques de l'homme du milieu. Vous sniffez tous les paquets réseau, en fait. Et ce que j'utilise en entreprise, voilà, c'est celui-ci. Celui-ci, là, vous êtes bien. OK? Chaque antenne va pouvoir. Une antenne brouille, l'autre antenne imite un réseau, hein. J'en parlais avec un de mes abonnés sur Discord. C'est ce qu'on appelle l'Evil Twin, hein, l'attaque des sœurs jumelles. Et il y a une antenne qui va brouiller, hein. Vous savez qu'en guerre électronique, enfin en guerre électromagnétique, on va dire, on peut annuler, brouiller, ok, une certaine longueur d'onde en envoyant, ok, une onde diamétralement opposée de la même intensité. Ok? Donc je vais venir capter l'onde, l'analyser via un spectrogramme, et en fonction de la forme de l'onde, ok, si elle est je vais y arriver, sinusoïdale, j'arrive pas à le dire, je suis désolé, j'ai dormi 3 heures cette nuit, je claquais, mais vous m'avez compris, ok? Donc grosso modo, si l'onde fait ça, eh ben moi je peux faire ça, ok? Et je vais envoyer à la même puissance. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, le signal électromagnétique, il est brouillé. Pourquoi il est brouillé? Parce que deux ondes inversées qui se rencontrent à la même intensité, tout simplement, ça annule. Ok? Donc, si vous le faites sur votre adversaire ou un point Wi-Fi, grosso modo, vous commencez à faire de la guerre électronique, électromagnétique. Vous brouillez les communications. Ok? Et vous pouvez brouiller n'importe quoi. Vous pouvez brouiller le signal des clés du key fob, hein, de vos clés qui permettent d'ouvrir une voiture. Vous pouvez bloquer le signal, je sais pas, d'un portail, hein, d'un garage, euh, des portes mécaniques, hein, d'un centre commercial ou d'un aéroport. Vous pouvez brouiller les communications d'un drone, vous pouvez brouiller tout en fait, hein. C'est le principe de la guerre électronique, ok? Ce qu'on appelle dans l'armée l'EW, Electronic Warfare, ok? Euh, voilà, très simple, hein, mais ça c'est super, c'est vraiment de la balle. C'est très 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 bien. Si vous avez de l'argent, si vous savez pas quoi demander à Noël, demandez ça. Franchement, c'est encore mieux. Bah, j'en parlais pareil avec le même abonné qui me disait ouais,
C'est l'antenne alpha, c'est bien. Ouais, les alphas, elles sont bien, mais il y a encore mieux. Franchement, il y a tout ce que fait Hack5, c'est de la tuerie, quoi. Franchement, ça, c'est bien mieux qu'une antenne alpha. Si tu veux vraiment apprendre à pirater le Wi-Fi, c'est ça qu'il te faut. Tu peux faire plein de trucs. Ok? C'est vraiment puissant. On va pouvoir jouer sur le signal. On a vraiment une sorte de tableau, un dashboard hein, qui va nous récupérer bah, tous les réseaux, les clients qui sont connectés. On va pouvoir brouiller, faire de faux QR codes, gérer ça à distance via le cloud, mettre à jour le logiciel, hein, faire des updates via l'OTA. On va pouvoir faire plein de types d'attaques, accéder via un web shell. Ok, c'est vraiment extrêmement puissant quoi. Et vous le rangez dans un petit sac. Ok, et puis vous pouvez même le faire si vous voulez vous-même, ok? Si vous êtes vraiment bricoleur, ok? C'est possible. C'est possible, il y a les plans sur internet en open source, ok? Si vous êtes bidouilleur, vous pouvez tout à fait le faire, ok? Donc ça c'est vraiment du très très bon matos. Je vous ferai une vidéo avec tous les produits d'Hack5, hein, voilà. Le Bunny, le Rubber Ducky, le Bash Bunny et tout ça, puisqu'on s'en sert constamment en pen test, en fait, hein. Techniquement, on va utiliser tous ces outils qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Et c'est vraiment bah, ni plus ni moins que des outils qui sont utilisés dans le renseignement, dans l'armée. Ok, hein. Ça, c'est des versions pour civils, entre guillemets. Ok, mais vous inquiétez pas, l'armée, ils ont des trucs encore mieux. Mais ça, je vous le dirai pas. Donc, reprenons. Vous connaissez mon grand défaut, c'est que je m'égare. Donc l'intimité, on en parlait, je vous disais, oui, l'intimité, le chiffrement, surtout quand vous êtes à l'étranger, dans un aéroport et tout ça, justement, chiffrez vos données, même utiliser un VPN gratuit, on s'en fout, ça évitera que Toto le hacker, qui est juste à côté de vous, qui est en train d'essayer de vous pirater, ne puisse pas le faire. Ok? En tout cas, s'il le fait, les paquets réseau sont chiffrés et bah, c'est très compliqué de déchiffrer tout ça. Donc, l'anonymat, hein, les journalistes, les militants, c'est un peu comme Tor, dépendent de VPN, ok? Pour pouvoir s'exprimer, hein. Techniquement, ça devrait être un droit, mais malheureusement, vous le savez, même chez nous, hein, la liberté d'expression, on l'a vu, hein, notamment avec les vaccins, il vaut mieux suivre hein, le groupe que aller à l'encontre de tout ça. Vous savez que moi, je suis un petit rebelle dans l'âme, et sérieusement, quoi. Donc, la liberté d'expression, bien sûr, c'est dans les pays euh, où il y a la dictature, des régimes totalitaires, mais il faut que ça devienne un droit, hein. N'importe quel citoyen du monde devrait pouvoir s'exprimer librement, sans risquer pour sa vie, ou aller en prison, au cachot, au goulag, ce que vous voulez. Rayez la mention inutile. Ok? Malheureusement, vous savez que bah oui, c'est dangereux. Il y a des militants qui meurent, il y a des journalistes qui meurent, qui se font emprisonner. Et bah, justement, le seul moyen de les protéger, c'est qu'ils utilisent Tor, c'est qu'ils utilisent des VPN. Ok? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de hackers, quand il y a eu les printemps arabes, je vous le dis toujours, qui sont allés former les journalistes, les militants, pour qu'ils puissent s'exprimer sans finir en prison ou se faire tuer. Donc, continuons. Le trafic, il peut être consulté par votre fournisseur d'accès Internet. C'est ce que je vous disais, malheureusement, avec le DPI, bah, ça nique le VPN en fait. Hein. Parce que, alors je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on pourrait en parler, je vous ferai une vidéo si vous voulez là-dessus, mais si vous voulez, c'est capable de tout lire, tu vois. Et c'est pas parce que vous allez sur Tor ou un VPN que vous êtes forcément. Alors bien sûr, ça anonymise, mais comme vous le savez, comme n'importe quoi sur Internet et sur le réseau, on peut utiliser des techniques de désanonymisation. Ok? Courbe cinéosidale. Waouh! C'est marrant le cerveau, hein, comment ça revient comme ça. Excusez-moi, je n'arrive pas à le dire. Donc voilà, on est d'accord. Et pour en venir à ce que je vous disais tout à l'heure, pardon. Et donc voilà, utilisez un VPN, VPN, VPN tous les jours à la maison, dehors, sur vos téléphones, utilisez un VPN, même gratuit, on s'en fout. De toute façon, si c'est pas le VPN gratuit qui vous sniffe vos données, ça sera quoi? Ça sera un VPN payant, ok? Et le VPN payant, franchement, on a eu plein d'histoires. On a eu des histoires.
même tous les youtubeurs là, les grands youtubeurs de renom qui ont des chaînes de qualité, pas moi, ok? Moi je suis tout l'inverse. Ils vous font quoi? Des pubs pour NordVPN. NordVPN s'est fait gauler avec des failles de sécurité à revendre les données et tout ça. Donc honnêtement, ces gens-là, c'est des escrocs, quoi. Mais bon, bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, de toute façon, il y aura. Internet, c'est un tuyau, il y aura tout le temps des gens pour vous espionner, pour sniffer vos paquets, pour récupérer vos données et les revendre. Ok? Maintenant, c'est dans quel panier vous voulez mettre vos œufs. Ok? Ça, c'est à vous de décider. Mais chiffrez tout. Ok? Et à la limite, putain, si vous avez une bonne connexion, utilisez Tor partout, 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 partout. Ok? Par contre, n'utilisez pas Tor pour vous connecter à Internet. Vous allez utiliser Tor pour vous connecter à un VPN et c'est le VPN qui lui va se connecter à Internet. Ok? Parce que vous affaiblissez en fait Tor en vous connectant à Internet. Tor, c'est fait pour se connecter à Tor. Ok? Le dark web, c'est le dark web. Ok? Tout ce qui n'est pas indexé n'est pas indexé. Mais si vous utilisez Tor pour vous connecter à Internet, vous affaiblissez en fait tous les utilisateurs de Tor. Parce que c'est un système qui est censé être clos, hein, on est entre nous, et dès que vous connectez à Internet, bah, une partie du réseau Tor est ouverte, ok, du coup. Et du coup, bah, c'est là que les attaques peuvent arriver, ok. Des attaques de désanonymisation des points de sortie, notamment, ok. Donc le VPN assure la sécurité de TryHackMe car les machines vulnérables, eh ben, on n'a pas envie qu'elles soient accessibles via Internet. Donc il n'y a que les gens qui sont sur TryHackMe qui se connectent au VPN et à partir de là, heureusement, ils peuvent accéder à ces machines vulnérables qu'on va venir pirater. Ok? Ça permet d'interagir en toute sécurité avec les machines et les fournisseurs de services tels que les FAI ne pensent pas que vous attaquez une autre machine sur Internet. Ok? Et on pourrait, en effet, on peut résilier votre contrat parce que votre fournisseur d'accès à Internet va dire, mais attendez, bon, vous payez un abonnement, d'accord, mais moi j'ai vu qu'il y a des paquets réseau super bizarres là. Vous avez participé à une attaque de déni de service distribué avec les Anonymous. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous respectez pas les conditions d'utilisation. Donc je vais révoquer votre contrat et je vais appeler la police. Comme ça, vous allez aller en prison. Parce que je suis quelqu'un de bien, je fais mon devoir, monsieur. Je suis fournisseur d'accès à Internet. Voilà, vous avez compris. Attention à ce que vous faites sur Internet. Ok? Donc la technologie VPN s'est améliorée au fil des ans, pardon. Ok? Donc au début on avait le PPP, PPTP même, j'ai envie de dire. Ok? Donc ça c'était utilisé il y a 20 ans, 15 ans. Ok? Concrètement. Et on a amélioré les techniques, heureusement. Ok? Donc, le PPPT, c'est le euh, Point Tunneling Protocol, un point-to-point, donc de point à point, un P2P en fait, on dirait. Ok? Mais restons sur le PPP en attendant. Le PPP va permettre l'authentification et fournir le chiffrement des données. Les VPN fonctionnent à l'aide d'une clé privée et d'un certificat public similaire à SSH. Donc, on a une clé privée et un certificat qui doivent correspondre pour que vous puissiez vous connecter. Cette technologie n'est pas capable de quitter un réseau par elle-même. Elle est non routable. Ok? C'est le principe de route. Grâce aux routes, on peut sortir du réseau. Si c'est pas le cas, ça reste que dans un réseau. Donc, comme vous l'avez compris, il y a des limites intrinsèquement. On ne peut pas, elle n'est pas routable, cette technologie. Donc, il nous fallait quoi? Une technologie routable. Vous l'avez compris. C'est comme ça qu'on passe d'une connexion de point à point. Ok? Point à point, c'est ce qu'on appelle du end-to-end. hein. C'est-à-dire que bah, le meilleur exemple, vous connaissez le peer-to-peer. Ok? Peer-to-peer, c'est du P2P. Ok? Je passe par Internet, mais je connecte différents PC d'utilisateurs que je connais pas, Casa, Emule, à la belle époque. Ok? Et je connecte des gens DC++, Direct Connect, pour les amateurs dans les années 2000, 2005, 2010. Ok? Bref, toutes ces technologies de point à point. Ok? End-to-end. Ok? Donc c'est ce principe, c'est ce qu'on appelle, donc là encore une fois c'est mal traduit,
mais le Point-to-Point Tunneling Protocol. Donc protocole de tunneling, hein, point à point, comme je vous le disais. Donc cette technologie permet aux données PPP, cette fois-ci, de voyager. Elle est routable, donc elle peut quitter le réseau. Donc le PPTP est très facile à configurer et prend en charge la plupart des appareils. Il est cependant faiblement chiffré par rapport aux alternatives. Ok? Et le top du top, on va dire. Attendez, excusez-moi. Non, mais t'es sérieux? Il y a une mouche qui s'est posée dans mon verre. Sale pute. Putain, alcoolique. Donc, plus sérieusement, euh, Internet Protocol Security, IPsec, hein, chiffre les données à l'aide d'un framework Internet Protocol existant. IPsec est difficile à mettre en place par rapport aux alternatives. Cependant, en cas de succès, il bénéficie d'un cryptage fort et également prise en charge sur de nombreux appareils. Donc techniquement, toutes les grosses boîtes utilisent IPsec. Ok? Vous allez le voir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en entreprise si vous êtes admin, ingénieur réseau. Ok? On utilise l'IPsec partout. Ok? Donc, surtout depuis le Covid, hein, honnêtement, et que les gens font du télétravail. Ok? Donc, quelle technologie VPN ne fait que chiffrer et fournir l'authentification des données? On l'a vu, c'est quoi? C'est le PPP. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Et la technologie qui utilise un framework IP, c'est l'IP. IPsec. J'ai cette technique de VPN, donc vous en avez entendu parler. Là, vous avez un petit peu plus de détails. Donc revoyons le routeur. Le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il connecte les réseaux, il va transmettre les données entre elles, hein. Enfin entre deux ordinateurs, pardon, en utilisant le routage. Pourquoi ça s'appelle un routeur? Parce qu'il fait du routage. Ouah, trop fort. Ok? Donc le routage, hein, c'est l'étiquette donnée au processus de déplacement des données sur un réseau. Donc le routage, il implique en fait la création d'un chemin. Ça, c'est très important entre les réseaux afin que ces données puissent être livrées avec succès, hein. Les routeurs fonctionnent à la couche 3, hein, rappelez-vous, hein, 3 et 4 du modèle aussi, et ils disposent souvent d'une interface interactive, hein, comme un site web ou une console. C'est typiquement votre box, hein, votre box. Qu'est-ce que je vous ai dit, hein, 192, 168.1.1, on arrive sur quoi? Sur la console, sur le site web qui est hébergé sur le port 80 de votre Livebox. Ok? Et il n'y a pas de redirection de port, ce qui veut dire quoi? Que bah, il n'y a que vous en local qui pouvez vous connecter à votre box. Toto qui est dehors sur l'extranet, il n'y a pas accès. Ok? À moins de le configurer. Vous comprenez? Maintenant que vous avez tous ces termes, je vous répète encore une fois pour que ça soit clair. Ok? Donc tout ça, ça va permettre à l'administrateur de configurer diverses règles telles que la redirection de port ou le pare-feu. Ok? Et typiquement, on ne prend pas un pare-feu, on le branche et ça marche. Ok? On va faire des règles très précises et c'est des milliards de règles. Des milliards. Vraiment. Ok? Typiquement, de quoi je peux vous parler? Voilà, je vais rester vague, on va dire dans le secteur de la défense, dans les entreprises qui travaillent pour la défense, hein, on a des règles très précises. Chaque poste, chaque client, chaque logiciel a ses propres règles réseau. Ok? Tout est géré. Il n'y a pas un seul paquet qui rentre ou qui sort qui n'est pas géré par une règle. Donc, dans les grandes entreprises, quand je vous dis qu'il y a des milliards de règles, c'est pas des conneries. Il y a des milliards de règles. Ok? À l'inverse, où chez nous, c'est open bar en fait. Hein. Pourquoi c'est facile de pirater les pare-feux comment dire, d'utilisateurs? Parce que les règles sont mal configurées. Par défaut, ouais, ça va protéger à 90%, mais le problème, c'est que le hacker, lui, il connaît les 10% qui va permettre de vous niquer, en fait. Donc, voilà. Hein, bon, je l'ai dit. Au moins, c'est clair. Donc, les routeurs sont des périphériques dédiés et ne remplissent pas les mêmes fonctions que les commutateurs, en fait. Nous pouvons voir que le réseau de l'ordinateur A est connecté au réseau de l'ordinateur B et ça passe par deux routeurs. Ok? La question est quel chemin sera emprunté, hein. Donc quel est le chemin le plus court, le plus fiable et le plus rapide, hein, fibre ou cuivre. Ensuite, je vous avais déjà parlé des switches, les switches qu'on appelle commutateurs. Alors eux, ils bossent, hein, au niveau de la couche justement 2, hein. Ça c'est important.
On est d'accord? C'est entre la 2 et la 3. Ok? Par opposition à la 3 et la 4 du, du pare-feu. Ok? Du routeur, pardon. Putain, je vais y arriver. Ouais, 3 et 4, le pare-feu, et le routeur, c'est 3. Ok? Donc un commutateur est un périphérique réseau dédié chargé de fournir un moyen de se connecter à plusieurs périphériques, hein. Les commutateurs peuvent faciliter la connexion de nombreux appareils, de 3 à 63, par exemple. Ok? Donc on va gérer tout ça, hein. Et vous voyez que là, on a quoi? On a un layer switch, un layer 2 switch. Donc ça va gérer la couche 2, hein, de notre modèle TCP. Et les commutateurs sont seuls responsables de l'envoi des trames au bon appareil. Ça, c'est important. Ok? Passons maintenant à cette couche 3. Ok? Parce qu'on peut avoir du couche 2, mais on a également les couches 3. Et les couches 3, ils sont plus sophistiqués que ceux de couche 2, en fait, hein. Ils sont un peu plus intelligents, car ils peuvent remplir certaines responsabilités d'un routeur. Ok? Ils enverront les trames IP au périphérique, comme la couche 2, hein, c'est le but du commutateur, mais ils achemineront les paquets aussi vers d'autres périphériques à l'aide du protocole IP. Ok? Donc on va jeter un coup d'œil au diagramme euh, et on va regarder un commutateur de couche 3 en action et voir quelle est la différence. Donc on a deux adresses, hein, 192.168.1.1 et 2.1, ok? Et on va créer ce qu'on appelle un VLAN. Alors les VLAN, ça permet de compartimenter votre réseau en plusieurs autres réseaux virtuels, ok? LAN, Local Area Network, VLAN, Virtual Local Area Network. Donc ça permet de diviser virtuellement des périphériques spécifiques au sein d'un réseau. Cette division signifie qu'ils peuvent tous bénéficier de choses telles qu'une connexion à Internet, hein, mais c'est traité séparément. Et pour un attaquant, ok, il va compromettre, hein, le département de compte, hein, service des ventes, de la comptabilité, pardon, euh, mais il ne pourra pas accéder au service des ventes. Il pourra, mais qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse? Qu'il pirate une des machines, qu'il escalade ses privilèges, qu'il attaque le routeur, qu'il introduise de nouvelles routes pour accéder au VLAN, pouvoir pirater le VLAN 1 en partant du VLAN 2, ok? Et accéder au service des ventes, techniquement. Donc vous voyez que ça complique la tâche. C'est pas impossible, hein, je dis pas ça. C'est loin d'être impossible, mais ça complique grandement la tâche au hacker. Ok? Quel est le verbe pour l'action d'un routeur? Ça s'appelle le routing en anglais, hein. Quelles sont les deux couches différentes? Donc on les a vues. Là, on parle de quoi? De layer 1, 2 et layer 3. Ouais, 2 et 3. Bon, simulons. Simulons avec un simulateur. Alors, le simulateur décomposera chaque étape d'un paquet de suivre d'un point A à un point B. Essayez d'envoyer un paquet TCP de l'ordinateur pour afficher un indicateur. On va y arriver, on va y arriver. Ouais, je vous l'avais déjà montré. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut envoyer un paquet de un ordinateur 1 à l'ordinateur 3. Je veux envoyer quoi? Du TCP, ok? Et la data, je veux quoi? Bah, je veux l'envoyer au computer 3. Send, ARP, comme on l'avait vu. Ok? Et maintenant que l'ARP a trouvé le routage, ça arrive et ça réceptionne le paquet. Ok? Et là, le rouge. Ça continue? Bizarre. Ah si, il y a mon rouge. Ok. Ok? Donc ça, on l'avait vu, hein. 5, t'as bien. Donc, premier échec.
C'est une paquette hein, de l'ordinateur 1 à 3. Ensuite, ordinateur 1 reçoit le SYNAC hein, et renvoie. Donc c'est en jaune, on a les unchecked packets. Ok, combien il y en a? Il y en a 5. 1, 2, 3, fermeture, 4. Pourquoi ça fatigue? Il y en a 4, il n'y en a pas 5. Pourquoi? Le dernier, c'est... Ah, c'est la clôture. Ok, autant pour moi.